Mais en même temps, la chute du régime Assad, l'affaiblissement des Hezbollah, laisse à penser quand même qu'ils ont marqué des points. Donc, ils ont marqué des points, mais ils en avaient déjà marqué avant. Ça n'avait pas été tellement concluant. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que jamais, à aucun moment, on a l'exemple que l'État d'Israël ait cherché à faire la paix avec les Palestiniens. Jamais. Le seul qui a voulu le faire, c'est Begin, il a été assassiné par les siens. Voilà. Rabin. Yitzhak Rabin. Qu'est-ce que j'ai dit? Begin. Qui était moins. Il a été assassiné par les siens. Donc voilà. Jamais Israël n'a voulu faire la paix. Pourquoi? C'était simple. Le plan de partage de la Palestine n'était pas outrageant, il était on voulait aménager. Le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du 27 novembre 1957, disait d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des aménagements de frontières. On peut faire parlement de l'État viable. Non, ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? Comment vous expliquez qu'à l'époque où le général de Gaulle prononce ces paroles, au fond, ça passe, si j'ose dire, même si ça râle un peu dans les rangs, ça passe. Et aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron essaye de temporiser dans notamment les massacres de civils à Gaza, il fait pratiquement l'objet de menaces de la part du gouvernement israélien. Et que la presse française unanime soutient les positions israéliennes. Ça a toujours été. Ça a toujours été. C'était déjà comme ça en 1967, vous savez. Ça a toujours été la presse française, les pro-israéliennes, comme les pro-américaines. Elle ne réfléchit jamais. Alors voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'elle est payée pour l'être? En fait, on n'a pas besoin de payer pour elle. Bête, hein. Salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette première chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen pour cette nouvelle année. Bonsoir, monsieur Cohen. Bonsoir à tous, bonne année, meilleurs vœux. Espérons que cette année sera un peu moins pire que la précédente. Voilà. Qu'elle nous apportera quelques éléments de satisfaction. Voilà. Bien sûr, évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé pour cette nouvelle année, de la paix et de la joie pour tous nos auditeurs. Donc, monsieur Cohen, on va commencer cette émission, comme vous avez pu le voir, avec ce petit audio. Si vous pouvez nous en dire un petit mot sur le personnage qui se prononce. Voilà. En fait, ce personnage est quelqu'un de très important dans la vie politique française. Bon, comme malheureusement, enfin le nom m'échappe, mais il va me revenir. En fait, il n'est pas très connu. C'est-à-dire, si vous posez la question à quelqu'un, à moins d'avoir vécu en France dans les années 60, 70, 80 et encore, il fallait vraiment, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de l'ombre. Et je pense pas, il n'a jamais été ministre, mais il a été important dans le dispositif du gaullisme. Et donc, c'est quelqu'un qui avait, par exemple, rencontré De Gaulle à deux reprises, en privé. Pompidou, pratiquement une fois par semaine. Et donc, c'est un gaulliste historique qui est né à peu près, il a dû naître en 1900, je ne sais pas, 30, 35 peut-être, je ne sais plus, ou 40, enfin. En tout cas, il a accompagné le gaullisme. Et en plus, c'est un monsieur qui avait beaucoup de liens, comme à l'époque, vous savez, les gaullistes étaient très amis avec certains dirigeants du monde arabe. Donc ce monsieur, il avait par exemple favorisé les contacts de la France avec le nouvel homme fort en Libye. Vous savez, Kadhafi qui avait pris le pouvoir, qui avait renversé le roi en 1969 et qui avait demandé au gouvernement de Pompidou de bien s'entendre avec lui. Il avait de bonnes relations avec Saddam Hussein, avec le parti Baas qui gouvernait en Syrie. Et donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle un peu ceux qui soutiennent, qui ont toujours soutenu une politique arabe de la France. Voilà. C'est-à-dire ces gens tournés vers l'Orient et qui avaient une sympathie particulière pour le monde arabe, pour ses aspirations, etc. Et donc, ils viennent de faire une interview
dans le courrier des stratèges sur ses relations avec De Gaulle, etc. Bon, c'était très intéressant. Et à un moment donné, il a dit Israël n'a jamais voulu la paix. Pourtant, c'était simple. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Bon, déjà, moi, ça m'interpelle. Comment un homme aussi instruit des affaires du Moyen-Orient n'a pas su analyser la nature du sionisme, c'est-à-dire une idéologie qui est antinomique avec la paix. Voilà. Et deuxièmement, il s'est lourdement trompé en disant la seule tentative de paix qui a été faite par Israël, c'est-à-dire par Yitzhak Rabin, elle n'est pas allée aussi loin parce qu'il a été assassiné par les siens. Et malheureusement, beaucoup de gens font ce genre d'erreur. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu les corriger. Bon, il m'est arrivé peut-être d'en parler dans des anciennes vidéos, mais ça serait bon de remettre les choses à plat et surtout de comprendre qu'il est impossible, idéologiquement parlant, structurellement parlant, historiquement parlant, d'envisager la paix avec le sionisme. Bon. C'est-à-dire, dès le départ, le sionisme est arrivé en Palestine et il a été surpris de voir, il ne connaissait pas la Palestine en fait. C'était des gens qui venaient de Russie et d'Ukraine, que des révolutionnaires, c'est-à-dire des gens pétris d'idéal communistes, syndicalistes, socialistes, anarchistes. Et ils étaient quelques dizaines de milliers qui voulaient construire un juif nouveau, différent du juif de la diaspora. Et donc, ils se sont dit, d'ailleurs, ils auraient pu le faire ailleurs qu'en Palestine. Et finalement, ils sont partis en Palestine et ils ont vu une population arabe à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je crois qu'il y avait quelqu'un de très important qui s'appelait, un des dirigeants historiques du sionisme, même dans les années 1890, qui était allé visiter la Palestine et il a dit mais c'est plein d'Arabes, c'est plein de personnes ici. Donc je veux dire, et pour eux, pour les sionistes là, il n'était pas question de s'intégrer à cette population qui leur faisait bonne figure d'ailleurs, mais qu'il fallait se renforcer et chasser cette population. Et donc dès le départ, ils envisageaient d'ailleurs dès les années 30, dans les textes des sionistes, on parlait du nettoyage ethnique indispensable pour fonder un État juif. Et d'ailleurs, en 1947, quand le plan de partage a été voté, pour les futurs Israéliens, il n'était même pas question qu'il y ait un État de Palestine à côté des leurs, parce que ça pouvait représenter un danger. C'est-à-dire, ils avaient établi la règle que dans ce territoire, sur ce territoire, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme, le leur. Voilà. Et malheur aux vaincus. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1947, ils sont allés voir, probablement avec la complicité de la Grande-Bretagne, ils sont allés voir le roi Abdallah de Jordanie, ils lui ont dit, écoute, on va s'entendre, toi tu vas reprendre le territoire qui revient à la Palestine historique, enfin tel que prévu par le plan de partage. Tu nous donnes quelques villes comme Lod et Ramleh, qui étaient des villes arabes, et avec une très petite minorité juive. Et d'ailleurs, je connais ces deux villes, surtout Lod, que je connais très bien. Il y a encore une minorité arabe, assez importante. Et donc, on va s'entendre, et dès la proclamation de l'indépendance, vous rentrez
vous prenez la partie qui revient à la Palestine, et nous, on va grignoter encore du territoire. Et c'est ce qui s'est fait. Et en même temps, il y a eu le nettoyage ethnique de 1948. Et non seulement le nettoyage ethnique, c'est que pour la première fois, je pense, dans l'histoire universelle, sauf peut-être la destruction de Carthage, mais ça, c'était pour d'autres raisons. L'occupant sioniste, il a récupéré à peu près 450 villages palestiniens. Villages, quand on dit village, ça veut dire des fermes, des exploitations agricoles, du bétail, des moulins, des établissements religieux, etc. Bon, des fours. Eh bien, il a tout rasé. C'est-à-dire qu'il voulait donner cet aspect d'un territoire totalement vide, désert, où même la présence palestinienne n'est plus là. Et donc, en fait, l'idéologie sioniste depuis 1948, c'était d'effacer la Palestine et les Palestiniens de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul nationalisme. Et donc, il y a eu la guerre de 67, bon, 73, on ne va pas commencer l'histoire. Et en fait, à partir de 73, on commençait à y avoir, disons, des appels pour arriver à un compromis territorial et une éventuelle entente. La seule paix qu'il y a eu en 1979 entre l'Égypte et Israël, en fait, elle s'est faite sur le dos des Palestiniens. En fait, pour les Israéliens, c'était tout bénef, cette paix. Parce que la paix que les sionistes veulent, c'est une paix, c'est ce que j'appelle, moi, la Pax Israelana. C'est-à-dire, ils disent aux Arabes, on signe la paix, comme d'ailleurs il y a eu les normalisations avec le Maroc, avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis et bientôt avec l'Arabie saoudite. C'est-à-dire, ils leur disent, voilà, on veut la paix, certes, mais à nos conditions. C'est-à-dire, nous gardons, il n'y aura pas d'État palestinien. Ce qu'on a conquis par la force restera chez nous et nous imposons nos conditions. Et certains États arabes ont fini par l'accepter et de plus en plus de pays arabes l'accepteront. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui explique le revirement? Alors, pourquoi je vais répondre à la première question du monsieur qui dit je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas la paix, les Israël. Mais c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il y a deux raisons. Il faut vraiment que vous les ayez toujours en mémoire. Les Israéliens ne peuvent pas faire la paix. Pourquoi? D'abord parce que ils n'ont pas délimité leur territoire. C'est-à-dire que dans leur esprit, et d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui j'ai mis un post sur mon Telegram en disant que Netanyahou est en discussion avec le Rwanda et le Soudan, je crois, non, le Tchad, voilà. Le Rwanda et le Tchad pour accueillir les Palestiniens de Gaza. Évidemment, ils ne vont pas renvoyer 1 million, mais ils pourraient envoyer 10 000, 20 000, 50 000. C'est un début. Et les Palestiniens qui restent à Gaza, que peuvent-ils faire? Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Il n'y a rien, il n'y a plus de vie possible. Et donc, voilà un grignotage. Il est évident qu'un jour ou l'autre, ils vont prendre l'autre partie du Jourdain. C'est écrit. Ils prendront le Sud-Liban. D'ailleurs, ils ont détruit pratiquement l'infrastructure du Sud-Liban. Ça veut dire même les routes. J'ai mis une vidéo il y a quelques jours. Vous savez, ils ont des engins avec une espèce comme le soc d'une charrue qui s'enfonce de 20-30 cm sur la chaussée et qui détruit la chaussée. Ça veut dire que les voitures ne peuvent plus rouler.
Et donc, ça empêche les Libanais qui sont partis se réfugier pendant la guerre, ils pensaient revenir chez eux, ils ne peuvent plus, parce qu'ils sont partis en voiture et ne peuvent plus rouler. Et même quand ils arrivent à pied ou je ne sais pas comment, ils vont voir que leurs maisons ont été détruites, leurs champs ont été brûlés, etc. Et donc, les Israéliens ou les sionistes, ils n'ont pas encore délimité leurs frontières d'une part, et deuxièmement, s'ils font la paix, la société israélienne se détruira avec le temps. Pourquoi? Parce que la société israélienne a été construite sur la base de la force contre les Arabes, le mépris des Arabes, le culte de la puissance, de la conquête, l'idéal ethnique pur. Vous savez, en Israël, il y a 20%, 20-27% d'Arabes ou de non-juifs. Il y a Arabes, des Druzes, etc. Ils ne se mélangent pas aux Juifs. C'est-à-dire, c'est un pays où il y a 25% de non-juifs, mais on a l'impression, quand on y est, je suis allé 10 fois là-bas, que les non-juifs n'existent pas. Ils ont réussi un exploit extraordinaire de les parquer de façon démocratique. C'est fantastique. Et donc, il y a un système scolaire séparé, etc. Mais s'il y a une vraie paix, les gens vont se mélanger. Vous savez que les Juifs ont un sens de la pureté ethnique absolument incroyable. Enfin, il est poussé à un degré qui n'existe pas. C'est-à-dire que pour eux, vous savez que par exemple, des fois, quand il y a, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un Israélien, d'un Arabe qui s'est marié avec une Juive. Mais il y a eu devant le lieu où il y a eu la cérémonie des centaines, sinon des milliers d'Israéliens qui manifestaient, etc. Et donc, pour eux, la pureté est très importante. Et ils ont peur que s'il y a la paix, ça veut dire la vraie paix, il n'y aura pas lieu de séparer les Juifs des Arabes dans les écoles, dans les discothèques, dans les cafés, etc. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec la loi sur la nation du peuple juif qui a été adoptée en 2019, 2018 ou 2019, il y a des villes juives qui sont interdites aux Arabes, légalement parlant, légalement, selon la loi. Un citoyen israélien qui n'est pas juif n'a pas le droit d'acheter un appartement ou un terrain dans certaines villes juives. Donc, en fait, le système, il a été basé sur un apartheid ethnique. C'est ça qu'il faut saisir. C'est pour un Israélien, pour des parents israéliens, leur dire que votre enfant va sortir avec un Arabe ou une Arabe, c'est comme si vous leur donnez un coup de poignard. Ils sont arrivés à un stade d'hystérie anti-goy, bon, anti-arabe, mais anti-goy en général, qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée de se mélanger, de se retrouver dans une discothèque ensemble. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a des maires, et Haïfa est une ville où il y a un quartier arabe. Et donc les hôpitaux sont mixtes. Enfin, il y a des malades ou des médecins arabes. Et bien, dans une maternité, les mères juives ont exigé qu'elles ne soient pas, ou que leurs bébés et elles ne soient pas dans la même pièce, ne se retrouvent pas dans la même pièce que les bébés arabes, les couveuses, etc. Et vous ne pouvez pas imaginer l'hystérie dans laquelle sombrent les sionistes. Et donc, ils ont la trouille qu'une paix véritable, c'est-à-dire, voilà, on peut se mélanger, etc., détruisent par la force des choses, c'est-à-dire que pourquoi les Juifs vont faire un service militaire de 3 ans, vont faire la guerre, etc. Allez, on va s'amuser ensemble, etc. Et ils vont perdre. Évidemment, ils ne peuvent pas dire ça au peuple israélien. Donc, ils inventent
un ennemi irréductible, l'arabe sanguinaire qui ne pense qu'à assassiner les juifs, etc. Et on ne peut pas s'entendre avec lui. Et donc, moi, je m'étonne que des gens aussi instruits du monde arabe n'aient pas saisi ces éléments fondamentaux de la société sioniste. Et j'en viens à la paix signée par Rabin, qui, pour beaucoup d'ailleurs, enfin, beaucoup de gens font cette erreur monumentale. Rabin est un sioniste pur et dur. C'est-à-dire, il a été chef d'état-major, il a participé à la guerre de 67, il était chef d'état-major pendant la guerre de 67, et il a combattu les Arabes, les Palestiniens avec une dureté incroyable. Seulement, il a compris une chose, et c'est ça, il faut, enfin, moi je le reconnais, un génie particulier quand même. En 1988-89, c'était la première intifada. Et Israël était vraiment dans une situation difficile. Vous savez, tous les soirs, il y avait dans les... à l'époque, la télé aussi était plus libre. Il y avait ces scènes insupportables de soldats israéliens brisant avec des grosses pierres. Il faut voir ça. Enfin, c'était atroce. Briser les mains et les pieds des Palestiniens de 12-13 ans. Et donc, Rabin, enfin, l'État profond sioniste s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, et donc, ils ont inventé les accords d'Oslo. Seulement, il y avait l'intifada. Qui était le chef de l'intifada à Ramallah? Enfin, en Cisjordanie, à l'époque, on ne parlait pas de Ramallah. C'était Mustafa Barghouti. Et Mustafa Barghouti, si on était allé le voir, il aurait dit, très bien, vous voulez la paix, on veut un État. Alors, ils se sont retournés vers Arafat. Et malheureusement, c'est ça, la politique détruit les hommes. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens se disent, oh là là, les politiques sont ceci, sont cela. C'est ça, la politique, elle rend les hommes fous, dingues. Elle leur fait perdre le sens de l'honneur, le sens de l'histoire. Arafat était paumé en Tunisie. Il a été oublié. Il était fini. L'histoire, vous imaginez un type qui, pendant 20 ans, était le chouchou de la communauté internationale. Il est allé à l'ONU, il a rencontré les chefs d'État, etc. Et puis il était largué, banni en Tunisie, voilà, personne. Et Rabin l'appelle. Il lui dit, viens, on va négocier la paix. Mais Arafat, il est revenu comme... Il s'est dit, je renais. Et vous savez, Rabin a eu une phrase extraordinaire. Il a dit, on va sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on lui dira de faire. Ce n'était pas un accord de paix qu'il avait signé avec lui. C'était d'abord, si Rabin avait pensé à un futur État palestinien, est-ce qu'il aurait demandé que 60% de la Cisjordanie lui soit octroyée par les accords d'Oslo? C'est ce qu'on appelle la zone C. Enfin, voyons, un peu de jugeote. Moi, ce monsieur, et comme beaucoup, moi, ça me tue. Et pendant 2 ans, Rabin était vivant, de 93 à 95. Plus de 2 ans. Est-ce qu'il a mis fin? Vous savez, il y a eu un test. Quand Rabin a été assassiné en 95. En 94, il y avait un médecin qu'on appelle Baruch Goldstein, qui est rentré dans la mosquée de Hebron et il a assassiné 29 fidèles musulmans et blessé une centaine. Il est rentré avec une mitraillette et il a tiré sur la foule, voilà. Bon. Et à l'époque, la colonie de Hebron ne comptait même pas une centaine de membres, qui étaient les fanatiques absolus. On a supplié Rabin, on lui a dit, écoute, il faut fermer cette colonie, au moins on va donner un signal aux Palestiniens, rien à faire. Et j'ai fait une vidéo il y a quelque temps et j'avais dit, il n'y a pas de sioniste pacifiste, il n'y a pas de sioniste progressiste, ça n'existe pas. Et donc, en fait, c'était une arnaque pour faire le sale boulot
de Larbin. D'ailleurs, regardez pas, il y a une semaine, l'autorité palestinienne a envoyé ses soldats combattre le Hamas et les groupes de résistance à Jénine, et ils ont même fermé Al Jazeera. L'autorité palestinienne a fermé aujourd'hui, j'ai posté ça aujourd'hui, a fermé Al Jazeera parce qu'elle faisait des reportages sur la guerre menée par l'autorité palestinienne contre les résistants à Jénine. Donc, dire que Rabin était un homme de paix, c'est un mensonge, enfin, c'est même pas un mensonge, une tromperie, une idiotie de le croire. Et alors, pourquoi on l'a assassiné? Ça, moi, je ne peux pas le savoir. Je sais que c'est l'État profond sioniste qui l'a assassiné, parce que celui qui a tiré dessus était manipulé par un officier des services spéciaux, donc il ne pouvait pas ignorer. Le type arrive, imaginez un meeting où il y avait des menaces sur Rabin, il arrive en bas de la tribune avec un revolver. Alors, enfin, vous connaissez quand même les services spéciaux israéliens. Bon, on ne va pas leur... D'accord? Bon. Il arrive avec son revolver chargé en bas de la tribune et il fait face à Rabin à 2 mètres. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Maintenant, pourquoi l'État profond l'a fait assassiner? J'en sais rien. On ne peut pas le savoir. On le saura peut-être dans 50 ans et encore. Donc, voilà ce que je voulais dire, et j'aimerais que des choses aussi fondamentales, que quand on parle d'Israël, quand on parle du sionisme, qu'elles soient rappelées, qu'elles soient martelées pour qu'il y ait des vérités historiques. Voilà. Que, vous savez, les illusions de certains Arabes qui disent oui, on peut s'entendre avec les sionistes, etc. Malheureusement, c'est du bidon. Le sionisme ne peut être que vaincu. C'est se soumettre ou vaincre. Il n'y a pas d'autre, voilà, il y a pas d'autre issue. Voilà. Voilà. Alors, très bien. Merci, M. Cohen, pour votre développement sur le sujet. Je vais juste rappeler le monsieur donc, qui est dans la petite vidéo d'introduction. C'est Philippe de Saint-Robert. Et Oui. c'était donc un ancien commissaire général de la langue française sous François Mitterrand. Et dans cette courte vidéo, dans ce court passage que j'ai diffusé tout à l'heure, il précise bien que les médias français, en tout cas, et la France en gros, est sous emprise sioniste depuis déjà depuis 67. Oui, même depuis les années 50. En fait, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cette sympathie parce qu'il y a eu l'Holocauste, etc. Et puis, vous savez, Israël avait une petite réputation de pays libéral, socialiste, qui est menacé par des hordes arabes qui veulent la destruction, etc. Donc, il y avait toute une mythologie dont les sionistes ont profité. Très bien. Alors, j'ai un premier intervenant. Gilles, avant de te donner la parole, je précise sur TikTok, nous avons notre frère Abou Anas qui est de Jabalia en Palestine. Donc, ceux qui veulent lui envoyer des cadeaux, n'hésitez pas à le faire. Et pour les autres, bien sûr, vous avez la possibilité de participer. Je vous ai mis le lien. Donc, Gilles, c'est à toi. D'accord. Eh bien, merci. Eh bien, avant toute chose, je souhaiterais présenter mes vœux de bonne année et de santé à M. Cohen, toujours présent, pour nous donner la bonne direction. Alors que 2025 soit avec vous et que vous continuez toujours à nous informer. Alors effectivement, je vais aller rapidement. Dans les années 1998, il y avait un chanteur camerounais qui s'appelle ivoirien, pardon, qui s'appelle Alpha Blondy, qui avait fait un album en 1998 qui s'appelait Xarabin. Et on s'est étonné pourquoi. Parce qu'on pensait que vraiment c'était un pas vers la paix. Oui. Et effectivement, bon, moi je suis né dans les années 70, mais dès que j'ai grandi, j'ai vu la guerre Iran-Irak. Ça passait en boucle à la télévision. Et effectivement, c'était toujours, mais il y avait toujours ce problème palestinien. Donc c'est un problème qui dure. Vous connaissez bien le sionisme.
Et c'est un problème qui dure depuis, pratiquement depuis que je suis né, quoi. Je suis né depuis les années 70 et j'ai toujours connu ça. Alors ça, c'était en introduction. Ma question porte, monsieur Cohen. C'est, vous avez envoyé une vidéo et en fait, on a l'impression que quelque part, lorsqu'on parle par exemple de la ségrégation dans le sud des États-Unis, mais finalement, il y a des gens qui se sont levés pour les Noirs américains et qui ont réussi quelque part à vaincre. C'est la même chose pour l'Afrique du Sud. Nous avons par exemple Mandela qui quelque part a réussi à combattre l'apartheid et a réussi à mettre fin au régime de l'apartheid. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que le sionisme, il n'y a rien à faire et on ne pourra jamais le vaincre. Alors, quelle est votre analyse sur ce sujet? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne santé, une bonne année. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas le vaincre, c'est qu'on ne sait pas comment le combattre. D'abord, on ne sait pas l'analyser, et je viens d'en donner une illustration, c'est-à-dire, on pense que quelque part, il y a des sionistes avec qui on peut faire la paix. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, lorsque Netanyahou s'en ira, on pourra trouver un dirigeant avec qui on pourra faire la paix. » C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de croire qu'il y a des sionistes pacifistes, qu'il y a des sionistes qui veulent la paix. Ça n'existe pas. Donc, il faut oublier ça. Voilà. Donc, c'est déjà une erreur de jugement dès le départ. Voilà, premier point. Il faut partir du principe qu'un sioniste, dès qu'il est sioniste, ça veut dire qu'il est pour un État juif, il ne peut pas faire une vraie paix. Voilà, ça veut dire une paix basée sur l'égalité, la tolérance, etc. Voilà. Deuxièmement, ça c'est le premier point, c'est étudier la nature du sionisme, ses comportements, sa manière de faire, son histoire, ses exactions, etc., pour ne pas tomber dans ce piège, parce que les sionistes savent utiliser ce piège. Je vais vous donner un exemple. Au Maroc, par exemple, dans les années 2000, début des années 2000, il y avait un politicien israélien qui voulait venir, je ne sais plus, de droite. Et on a dit non, 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 c'est pas possible. Alors on leur a envoyé Tipi, comment elle s'appelle cette bonne femme-là? Bon, qui passait soi-disant, enfin qui disait toujours je suis pour une solution à deux États. Voilà. Et malheureusement, le nom m'échappe. Elle faisait partie du Mossad, elle a été ministre des Affaires étrangères, etc. Ils l'ont accueillie à bras ouverts et tout. Et c'est ça l'erreur, c'est de croire qu'il y a des sionistes avec qui on peut parler, avec qui on peut discuter. Ce n'est pas vrai. Voilà, d'une part. Deuxièmement, on ne sait pas combattre le sionisme. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, on passe sur la manière pourquoi les sionistes, comment les sionistes contrôlent les sociétés occidentales. Voilà. Et ça, donc, à travers les Sayanim, etc. Et moi, je voudrais qu'il y ait des études là-dessus, des livres, des essais, des exemples, pour dire aux gens, vous savez, les Français que vous croyez de bons citoyens français. Bon, je ne vais pas citer de nom. Que vous croyez, que vous voyez à la télévision, des bons juifs français, que vous croyez des bons citoyens français, qui sont dans la publicité, qui sont dans l'édition, qui sont dans l'université, ce ne sont pas de vrais citoyens français. Ce sont des agents du Mossad qui travaillent dans l'intérêt d'Israël. Voilà. Je voudrais que de tels discours se développent pour démasquer l'infiltration sioniste dans les organes des pays occidentaux. Troisième point, pour combattre le sionisme, il faut le combattre. J'ai déjà donné des... Bon, je vais quand même répéter un petit peu. Le sionisme se combat en combattant, en mettant le doigt sur, par exemple, le régime d'apartheid, sur le régime, la séparation scolaire, par exemple, sur les détentions administratives.
pendant des années, on peut enfermer quelqu'un, etc. Et donc de mener ce genre de campagne que malheureusement, je ne vais pas détailler parce que je l'ai déjà fait, que malheureusement les adversaires du sionisme ne savent pas ou ne peuvent pas ou sont incapables de mener pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, moi je fais le constat que ceux qui combattent le sionisme le font mal, ne savent pas le faire. Voilà. Et donc, le sionisme peut être combattu, mais, mais si on continue à le faire comme jusqu'à présent, le sionisme a encore de beaux jours devant lui. Quand on voit, monsieur Cohen, quand on voit comment dire, le dernier gouvernement français et les derniers qu'on a pu voir successivement, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus sionistes l'un après l'autre. Tout à fait, oui. Pourquoi ? Parce que l'étau se resserre sur eux. C'est-à-dire que le lobby sioniste, il resserre son étau. Il a les moyens de le faire. Voilà, bon, on va pas. Mais il a les moyens de le faire. Le résultat est là. C'est qu'il a dit à ces gouvernements occidentaux, eh ben, vous allez vous soumettre. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire qui est un prof d'université en Allemagne, qui a été exclu de l'université pour avoir dit que les événements du 7 octobre, pour horribles qu'ils fussent, pouvaient avoir une certaine cause. Voilà, on en arrive là. Pourquoi ? Parce que les sionistes ont des moyens de pression tels qu'ils ont la possibilité d'écraser et d'humilier les gouvernements occidentaux en leur disant « nous ne permettrons rien, il faut tout faire pour nous ». Et ils y arrivent. Et j'aurais voulu que les adversaires du sionisme décryptent les façons et les moyens dont usent les sionistes et trouvent la faille pour les combattre. Voilà. Alors, vous pensez qu'en France, on arrivera à le vaincre, ce sionisme qui a parasité les institutions ? Alors, tel que c'est maintenant, je ne pense pas avant au moins 10 ans, et encore. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, à moyen terme, je ne vois pas. Ça veut dire dans quelques années, je ne vois pas comment. Parce que je ne vois pas de force qui émerge capable et qui a cette capacité. Par exemple, bon, je vais revenir à une vieille marotte. Hein, vous savez, je regrette que les Maghrébins de France ou d'Europe n'aient pas une organisation. Voilà, c'est ça. Moi, je leur dis, copier sur les Juifs. Les Juifs ont un congrès juif européen. Eh bien, les Maghrébins et les musulmans n'ont qu'à créer un congrès musulman européen et avec 10 millions de membres. Et chaque membre payant 30 €. Ça veut dire qu'ils ont 300 millions de budget. Et là, je vous assure, dans les 5 ans qui viennent, le rapport de force sera renversé. Mais seulement, il faut mettre les moyens. On ne peut pas, vous savez, défiler comme ça de temps en temps, manifester. Bon, faire une vidéo comme ça, bon, c'est bien joli, mais ça ne va pas très loin. Il faut mettre les moyens. Et malheureusement, il y a des forces en Europe capables de s'opposer au sionisme. Mais, eh ben, elles sont divisées, elles sont velléitaires, etc., etc. Voilà. On ne va pas revenir là-dessus, mais tant qu'on ne mettra pas les moyens nécessaires pour combattre, et on peut y arriver, vraiment, on peut y arriver, il y a tout ce qu'il faut pour y arriver, en France et en Europe. Mais malheureusement, on n'est pas capable de le faire. Voilà. Alors, j'ai un intervenant. Ouais, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, je te donne la parole. T'inquiète. Justement, donc avant de te donner la parole, Sam, on en a déjà parlé, hein, Monsieur Cohen. Vous avez fait, on l'a assez évoqué dans nos émissions, effectivement. Mais vous pensez que ça peut venir d'un gouvernement, ça peut venir d'un homme qui a une fortune, ça peut venir de qui, cette impulsion là pour pouvoir Non,
faut que les gens, non, il faut que les gens qui sont concernés, donc les Maghrébins, soyons clairs, c'est-à-dire les Maghrébins, les Turcs, les musulmans qui vivent en Europe, qui se disent, OK, comment sont organisés les Juifs? Moi, je leur dis, franchement, il n'y a pas de honte à dire, faites comme les Juifs. Ils sont très bien organisés. Ils sont une minorité, ils sont 10 fois moins nombreux, 15 fois moins nombreux que les Maghrébins ou les musulmans, et ils ont 100 fois plus de pouvoir. Alors, expliquez-moi ça. Voilà. Avec tout le respect que Eh ben, une seconde. Eh bien, il faut qu'ils s'unissent. Encore une fois, je sais que les Maghrébins sont divisés, que les musulmans ont toutes les raisons d'être divisés et séparés. Mais on peut s'entendre sur créer une organisation commune qui chapeaute, qui ne s'occupe que de la Palestine et de l'islam en Europe. C'est tout. Pour le reste, faites ce que vous voulez. Regardez le CRIF. Le CRIF, il y a des religieux, des orthodoxes, des athées, tous. Eh bien, on peut trouver une organisation qu'on soutient, que tous soutiennent, mais qui ne s'occupe que de l'islam et de la Palestine. Alors, voilà. On a vu que les associations, c'était un problème parce qu'elles pouvaient être dissoutes en France, hein, on l'a vu par le passé. Oui, mais si vous avez une association qui fait 500 000 membres ou 1 million de membres avec 30 millions d'euros de budget, eh bien, j'aimerais bien voir le gouvernement qui va la dissoudre. Voilà, d'accord. C'est-à-dire une organisation, non, pardon, une association capable de mobiliser 500 000 manifestants, d'accord, dans la rue, voilà, qui disent nous voulons, et puis capable d'aller devant la Cour européenne de justice, capable d'aller devant les tribunaux, capable de, etc., devant l'ONU, et de faire du bruit et d'acheter des médias et tout, eh bien, j'aimerais bien voir ce. Bon, le gouvernement, il dissout des associations faibles qui ont 3 000 membres, 5 000 membres, mais ça, c'est facile. Très bien. Alors, je vais redonner la parole à Sam. Merci. Monsieur Jacob Cohen, je vous respecte infiniment, sachez-le. Merci. J'ai vu à l'époque, il y a très longtemps, hein, peut-être 5-10 ans, à l'époque, vous étiez avec monsieur Soral. Oui. Vous vous souvenez? Bon, oui, ça ne veut pas dire que c'est pareil que lui, hein. C'est différent. Mais j'ai écouté et j'ai appris le mot CNI. Vous vous souvenez? Oui. Le mot CNI. Ouais. Voilà. Essaie d'aller droit au but, s'il te plaît, Sam. Ouais. Comment? Essaie d'aller droit au but, s'il te plaît, si tu as une question. Alors, la question, elle est très simple. Vous parlez, quand vous dites les Maghrébins, c'est qui? Moi, je suis d'origine algérienne. Je parle pour l'Algérie. Et nous, on n'a pas besoin de... Ne le prenez pas mal, hein, d'un Jacob Cohen pour nous dire comment on doit se comporter, comment... Voilà. On n'a pas besoin. Par contre, si vous nous apportez un plus, bienvenue. Mais on n'a pas besoin de nous dire qui que ce soit, comment on doit se comporter ou quoi. On sait. OK. D'accord. Merci, Sam, pour ton intervention. On n'est pas là pour faire du nationalisme ou des choses comme ça. Une chose, hein. Si vous savez, d'accord, très bien, moi je veux bien. Mais comment, expliquez-moi votre impuissance depuis 70 ans? Puisque vous savez, vous n'avez pas besoin de moi, je me retire, j'enlève tout. D'accord, allez-y. Mais comment expliquez-moi votre impuissance depuis 70 ans. D'accord? Voilà. En tout cas, pour la communauté maghrébine musulmane en France, effectivement, elle est bien muselée. On le voit de toute manière en France, hein, en parlant de la France. Elle est bien muselée parce qu'elle veut bien se faire museler. C'est ça le problème, bon Dieu. Non, je suis désolé, nous, on n'est pas dans une dictature. Nous sommes dans un état de droit. Je regrette. Ça veut dire, mais il faut se battre. Le gouvernement, il ne va pas venir voir les Maghrébins et leur dire ah, marhaba, prenez, on vous donne. Mais non, il faut se battre pour les prendre, ces droits. Et ils ont les moyens de le faire, mais ils ne le font pas. Voilà, je regrette. Quand on a renvoyé un imam,
eh ben, s'il y avait eu 200 000 Maghrébins dans la rue, eh ben, je crois que le gouvernement aurait reculé. Mais les autres ont préféré raser les murs. Voilà. Alors, c'est une histoire de courage. C'est quoi, monsieur, à votre avis? Non, alors, à mon avis, alors, je vais essayer de dire les problèmes des Maghrébins en France. Un, c'est la division. Bon, c'est pas à peine On est d'accord, on est d'accord. pas à peine d'élaborer. Deux, moi, je pense que les Maghrébins, pour beaucoup en tout cas d'entre eux, ont gardé dans leur esprit ce que j'appelle, enfin ce que Albert Memmi appelait le complexe du colonisé. C'est-à-dire, vous savez, le complexe du colonisé a été décrit par Albert Memmi, qui est un universitaire d'origine tunisienne, dans les années 50. C'est quoi le complexe du colonisé? C'est-à-dire que le colonisateur, et moi je l'ai vécu, c'est-à-dire, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est exactement mon histoire. C'est-à-dire, quand j'étais au Maroc, pour moi, le colonisateur représentait une espèce, il était d'essence divine. Voilà, c'était des êtres supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient dans des beaux quartiers, avec des bagnoles, ils jouaient au tennis, et nous, on était des misérables qui habitions des petites rues, et donc, pour nous, en tout cas, et ils nous disaient, votre culture, elle ne vaut rien. Et le complexe colonisé, c'est quand le colonisé intériorise son infériorité culturelle, historique, etc. Voilà. Et donc, il ne peut pas s'affirmer. Et donc, à mon avis, il y a beaucoup de Maghrébins qui n'osent pas affronter l'ancien colon. Voilà. C'est-à-dire, ils se disent, on a été accepté ici, alors faisons profil bas, ne soyons pas trop exigeants, etc., etc. Donc, et puis aussi, il y a cette propagande qui finit par écœurer, je sais pas, je vais prendre un exemple. Comment ça se fait que on impose un chalgoumi aux Maghrébins? On leur dit, voilà votre représentant dans les médias. Est-ce que vous avez vu des révoltes, enfin, des vraies réactions virulentes, mais de masse? Je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a 50 000, 100 000, est-ce qu'il y a des universitaires, des milliers d'universitaires? Est-ce que les avocats maghrébins ont créé l'union des avocats maghrébins? Je ne sais pas si elle existe. Mais pour défendre, pour dire, voilà, nous consacrons 10% de notre temps, etc., pour défendre notre cause. Enfin, regardez l'affaire de la journée de la jupe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en 2014, j'avais proposé qu'on fasse la journée de la jupe. Mais je n'ai pas envie pour ceux qui ne savent pas, ils vont se renseigner. Voilà. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc, en fait, c'est une espèce de peur, de complexe, voilà, qui fait que lorsqu'un Maghrébin arrive à un certain stade, par exemple, il est universitaire, avocat, médecin, il se dit, bon, je vais pas faire du grabuge, j'ai pas envie que ma fille porte un voile, j'ai pas envie de faire entrer un mouton chez moi, j'ai pas envie de porter une djellaba pour aller à la mosquée pendant l'Aïd. Donc, en fait, on essaye, voilà, par exemple, il n'y aura pas un Maghrébin qui achètera Libération, même si c'est à portée de 18 millions d'euros. Il y a beaucoup de Maghrébins qui auraient pu se le payer, parce que ça ne se fait pas quand même. Un Maghrébin, il ne va quand même pas acheter un média, on va se faire mal voir. Donc, c'est toute une structure de pensée qu'il faut modifier. Voilà. Alors, bien sûr, hein, vos conseils sont très précieux. La personne qui est venue tout à l'heure, bon, elle nous dit, on n'a pas besoin de vos conseils, mais en tout cas, vos conseils sont très judicieux. Donc voilà, malheureusement, ça se saurait hein, si on était unis. Hein, il y a trop de divisions dans la communauté maghrébine musulmane et du coup, on n'arrive à rien faire. En tout cas, pas
pas à rivaliser avec le système en place. Je vais donner la parole à Jeff qui est avec nous. Bonsoir, Jeff. Oui. Bonsoir, on m'entend bien? Bonsoir. Oui, très bien. Bonsoir. Ouais, je vous ai écouté, je voulais un petit peu rebondir sur le sujet. Moi, je suis globalement d'accord avec le diagnostic que vous posez sur les Maghrébins, sur la passivité, le manque de courage. Ça, c'est des choses qui se vérifient malheureusement depuis très longtemps. Simplement, là où je diverge un petit peu avec vous, c'est sur les solutions apportées. Et moi, je me pose la question de savoir si le modèle communautaire juif est vraiment applicable aux Maghrébins. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en France, il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour acquérir certaines choses. Je vous donne un exemple précis. Prenez le club de football du Paris Saint-Germain qui est possédé par les Qataris. Ils ont voulu faire l'acquisition du Parc des Princes. La mairie de Paris leur a refusé, alors qu'ils ont largement les moyens d'acquérir ce stade de foot. Et un adjoint de la mairie de Paris s'est même permis de dire on ne vend pas aux Qataris. Ce qui a provoqué un clash avec le président du PSG. Il dit comment ça, vous ne vendez pas aux Qataris? C'est parce qu'on est des Arabes. Donc, moi, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez que si un milliardaire musulman, même de nationalité française, voulait faire comme Bolloré et acheter des médias et investir dans des secteurs stratégiques, quand vous voyez qu'un stade de foot, on ne leur permet même pas d'acheter un stade de foot, est-ce que vous pensez réaliste un Maghrébin qui achète des médias et qui achète de l'influence en France? Vous pensez que c'est faisable? Alors, dit comme vous le dites, c'est pas faisable. C'est-à-dire, comme vous savez, peut-être l'expression n'est pas vraiment est malpropre, mais est impropre. C'est-à-dire, l'hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre. Vous savez, Wally tout à l'heure, il avait dit est-ce qu'on peut attendre le salut d'un homme? Enfin, voilà, de quelqu'un qui va faire ceci ou cela. Non. Parce que s'il y avait un milliardaire tout seul comme ça, il atterrit en France et il va dire moi je vais acheter un journal, évidemment on va lui dire non. Mais il faut construire, il faut rendre la chose possible. C'est-à-dire, si ce milliardaire avait une organisation de 2 millions de Maghrébins derrière lui, d'accord? 2 millions, pourquoi pas? Voilà, une association de 2 millions de Maghrébins qu'on peut mobiliser, c'est-à-dire pour faire des pétitions, pour le vote, pour faire des manifestations, pour créer une association de milliers d'avocats pour défendre les causes, etc. Eh bien, ce milliardaire, s'il a le soutien derrière lui depuis 5 ans de cette organisation de masse, mais qui bouge et qui est active et qui va voir les députés, etc., eh bien, ce milliardaire peut le faire. Mais si un milliardaire apparaît comme ça du jour au lendemain et dise ah, j'ai envie d'acheter Libération, évidemment qu'on va lui rire au nez. Mais si ce milliardaire, se base sur une organisation qui existe depuis des années, sur un tissu d'associations, une mobilisation politique, culturelle, intellectuelle, spirituelle, solidaire, etc., et unie, eh bien, à ce moment-là, le milliardaire se sentira, aura les reins solides pour aller et exiger d'acheter un quotidien et on ne l'empêchera pas. Voilà. Ouais, si je peux ajouter une chose, c'est à vérifier ce que vous dites, parce que si je reprends l'exemple que j'ai cité, derrière le PSG, il y a le Qatar, c'est un État, et on ne leur permet pas d'acquérir un simple stade de foot. Donc après, bon, je ne sais pas, mais ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que quand on parle de l'hostilité qui est dirigée contre les Maghrébins, ça ne vient pas que des courants sionistes, il y a aussi une part non négligeable des Français de souche, qui voient d'un mauvais œil l'élévation sociale de certains Maghrébins. On le voit avec toutes les personnalités politiques ou médiatiques qui ont émergé, quel que soit leur bord politique. Toutes ces personnalités, qu'elles soient noires ou arabes, sont systématiquement renvoyées à leurs origines. Je ne sais pas, moi, vous prenez Daniel Obono ou le ministre, l'ancien. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une partie des Français qui se sentent en concurrence avec la communauté musulmane et qui voient d'un mauvais œil son élévation? Mais vous avez raison, mais seulement le problème, c'est que je reviens au complexe du colonisé. Des centaines de milliers de Maghrébins ont intégré ce discours. C'est-à-dire, ils ont intégré le fait qu'ils vivent dans un pays où ils ne sont pas, des vrais citoyens, des citoyens à part entière. Ils savent qu'ils sont tolérés et ils l'admettent. C'est ça le problème.
C'est-à-dire, par exemple, je reviens à cet exemple, bon, je vais détailler. En 2014-2015, j'avais lancé l'idée de créer une journée de la jupe. C'est quoi la journée de la jupe? Il y avait des lycéennes et des collégiennes. En 2014, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui portaient une jupe longue à l'indonésienne et qui étaient exclues, mises à pied pour 2-3 jours de leur collège ou de leur lycée. Comme ça. Et c'était illégal, mais c'était une oppression. Très bien. Moi, j'avais proposé à l'époque, et j'avais même créé une page Facebook, la journée de la jupe. J'avais dit au Maghrébin, voilà ce que vous allez faire. Vous allez, le jour J, envoyer 20 000, 50 000 filles avec une jupe longue, et vous allez recruter 2 000, 3 000 avocats qui seront sur le pied de guerre. Et si les dirigeants d'établissements commettent cet acte illégal, c'est parce que c'est illégal de mettre à pied une jeune fille pour une jupe longue, eh ben on va devant les tribunaux, on va devant les médias, on va devant la Cour européenne, etc., etc. Et beaucoup de Maghrébins avaient applaudi à l'idée, mais ils ne sont pas passés à l'action. Alors comment voulez-vous faire s'il y avait eu, par exemple, mettons 50 000, 100 000, vous imaginez le message envoyé au CRIF et au gouvernement, nous sommes là et on vous emmerde et nous défendrons nos droits jusqu'au bout, d'accord? Et vous crèverez et nous sommes citoyens et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, c'est ça le discours que moi j'attends des Maghrébins, pas le discours seulement, mais l'action. Voilà. Non, mais je suis d'accord sur votre diagnostic, et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, même récente, on a des communautés qui étaient faibles et qui, malgré leur faiblesse, ont quand même fait des choses, les Noirs américains et beaucoup d'autres. Donc voilà, je suis d'accord là-dessus. Je me posais simplement la question de savoir si le modèle juif était vraiment applicable dans toutes ses dimensions aux musulmans. Vous Bon, n'avez vous pas avez le choix. répondu Ouais. On m'a posé la question. On m'a dit, c'est pas bien de faire du communautarisme. D'accord? Moi, je ne suis pas communautaire. Enfin, moi, je suis pas pour le communautarisme. Mais vous n'avez pas le choix. Les Maghrébins n'ont pas le choix. Nous sommes dans un pays où une communauté a pris en main le gouvernement, les institutions, etc. Et les Maghrébins ne peuvent pas faire autrement que de s'organiser de la même manière. Voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte, ça fait 30 ans que ça dure, 40 ans que ça dure, et les Maghrébins, ils sont dans une impasse. Voilà. Donc, il faut adopter cette solution. Sinon, eh ben, on va continuer comme avant. Voilà. Très bien. Ok, Jeff. bah merci pour votre retour. Ouais, merci à toi. C'est bon pour moi. Alors, j'avais Poppy avec nous sur TikTok. Je ne sais pas si elle voulait intervenir. Elle est montée. Alors, bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, Altitude. Bonsoir. Alors, pour moi, le constat que j'ai fait, c'est de me dire qu'en fait, c'est la religion qui divise. Quoi, dans la religion musulmane, je suis pratiquante, je suis musulmane. Et le souci, c'est que les gens se font la guerre entre eux, entre les chiites, les sunnites et tout ce qui va avec. Et je me dis que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'union, en fait, on ne pourra pas avancer. Parce que la religion, au lieu de nous unir, elle nous désunit, en fait, entre les peuples. Tout à fait. Donc, tout je sais à pas fait. ce que vous en pensez, vous. Alors voilà, tout à l'heure, par j'ai rapport à dit. il y a la cause palestinienne, mais par contre, moi, je suis dans une association, je n'ai pas de maghrébins avec moi. C'est voilà, ils adhèrent pas à la cause ou pour n'importe quelle cause. En fait, moi, je trouve que les musulmans sont trop fatalistes. En fait, ils sont attentistes et ils se disent qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'Allah l'a voulu. Et ils sont spectateurs au lieu d'être acteurs. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça. Non, mais alors, d'abord la religion. Tout à l'heure, j'ai cité le CRIF. Alors, le CRIF, il a réussi l'exploit de réunir toutes les tendances des Juifs. C'est-à-dire, vous avez, imaginez des rabbins intégristes côtoyant des homosexuels. Vous savez que dans la religion juive, l'homosexualité est condamnée à mort. Bon, donc des rabbins très orthodoxes côtoyant des communistes, des homosexuels, des gens qui
Vous savez pas, dans la religion juive, celui qui ne respecte pas le Shabbat est condamné à mort. C'est très grave. Eh bien, il les côtoie. Pourquoi? Parce que et tous sont unis, toutes les tendances sont unies. Ashkénaz, séfarades d'origine diverse, tous sont unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif commun et ils savent mettre leurs différences à côté. Voilà. Ça, donc, les différences, on peut les surmonter. Enfin, si on veut. Ça veut dire si. Parce que c'est quoi les surmonter? Ça veut dire on a une organisation qui réunit tout ce beau monde qui est représenté dans cette. Toutes les tendances sont représentées dans cette organisation qui ne s'occupe que d'islam et de Palestine. C'est tout. Tout pour le reste, chacun fait comme il veut, ce qu'il veut, etc. Donc, c'est possible si on le veut. Voilà. Maintenant, je veux dire, c'est pas une fatalité, mais malheureusement, la volonté n'est pas là. Voilà. Alors, je crois que c'était la suite, si vous voulez me la rappeler, la deuxième partie de votre intervention. Bon. Oui, voilà, que nous, par contre, moi je vois autour de moi des musulmans, je suis musulmane, je le répète, c'est qu'en fait, pour nous, c'est la fatalité. Voilà, il se passe ça en Palestine, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas que Dieu l'a voulu, c'est que, en fait, on n'arrive pas à être acteur parce qu'en fait, on se dit que tout ce qui se passe, Dieu interviendra et s'il intervient, il faut attendre. En fait, on est dans l'attente. On est spectateur, on n'est pas acteur. D'accord, mais il y a beaucoup de Maghrébins en France qui ne sont pas aussi fatalistes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans dans cette acceptation de la fatalité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'universitaires, de médecins, d'avocats, d'ingénieurs qui sont plus ou moins laïcs et tout, mais que malheureusement, ils ne se sentent pas concernés. Voilà. C'est-à-dire qu'arrive un moment où, quand tout à l'heure j'avais dit que quand un maghrébin ou un musulman arrive à un certain degré de socialisation, arrive à habiter dans un beau quartier, dans un bel immeuble, il est médecin ou je sais pas, ou il est avocat, etc. Eh ben, même s'il se sent maghrébin, il n'a pas envie de le clamer. Voilà. Par exemple, regardez les Juifs, comment ils sont sortis avec les Hanouka. Sur leur voiture, ils dansent, etc. Eh bien, je regrette, les Maghrébins, s'ils sont 200 000, on ne pourra pas les arrêter. S'ils sortent pendant la fête et ils font la même chose que les Hanouka, ils mettent 1000 avocats dans l'affaire et ils disent, voilà ce que font les Juifs, eh bien, nous, on a le droit aussi de le faire. C'est-à-dire, il faut développer un esprit de combat. Et malheureusement, c'est-à-dire, vous savez, il y a beaucoup de Maghrébins qui ont intégré l'idée. C'est ça le drame de la propagande. Ça veut dire, on leur a dit, bon, écoutez, vous n'avez pas à l'ouvrir, vous êtes dans un pays, ici c'est la laïcité, etc. Bon, on leur a fait un discours, il est tellement répété que beaucoup de Maghrébins l'intériorisent, voilà, et finissent par dire, oui, il faut quand même pas exagérer, on va pas réclamer ceci, on va pas réclamer cela, etc. Et ça marche d'ailleurs. La preuve, c'est que la majorité accepte. Et c'est ça le drame. Moi, je sais pas, il faudrait un réveil, il faudrait, je sais pas quoi, voilà. Il faudrait peut-être, je sais pas, par exemple, quand on est des associations, prendre contact entre les diverses associations et se dire, je sais pas moi, par exemple, commencer avec 5 ou 10 associations d'origine maghrébine et se dire, est-ce qu'on peut se réunir pour lancer cette idée de créer un organe commun qui nous représente. Voilà. Juste pour défendre l'islam et la Palestine. Voilà. Et comment on pourrait le faire? Et ainsi de suite, peut-être développer un peu comme une espèce de toile d'araignée, mettre 10 associations ensemble, puis 15, puis 20, etc. Et puis aller au-delà. Par exemple, si on est marocain, on aura le courage d'aller voir les Algériens pour leur dire on a des problèmes, c'est pas grave, mais il y a l'islam et la Palestine qui nous concernent tous. On va essayer
de faire une association juste pour ces problèmes-là. Ça veut dire qu'il faut commencer déjà à la base aujourd'hui, tisser, ne pas se dire oh là là, c'est un travail de longue haleine, etc. Il faut tisser cette toile d'araignée, voilà. Très bien, merci, Monsieur Cohen-Poppy. Tu veux rajouter quelque chose ou tu en as fini? Te dire que on avait Tariq Ramadan qui a essayé en fait, et puis on a vu comment ça s'est terminé, quoi. Voilà. Oui, mais pourquoi c'est terminé comme ça? Je vais vous dire. Enfin, pardon, pourquoi ça s'est terminé comme ça? Parce qu'il était isolé. Voilà, ça le drame. Si Tariq Ramadan avait, vous savez, j'ai fait une vidéo moi en 2013, je crois, ou 2014. J'avais dit ceci. J'avais fait une série de petits entretiens avec une maghrébine. Et d'ailleurs, il y avait un thème. Je leur avais dit que si les juifs ne se faisaient pas circoncire, on aurait interdit la circoncision aux musulmans, par exemple. Voilà. Eh bien, si Tariq Ramadan, et j'avais fait cette vidéo sur Tariq Ramadan, j'avais dit ceci, c'est que je ne connais pas le dossier pénal, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est une voix qui défend les musulmans et les maghrébins, donc on va lui tomber dessus. Eh bien, si Tariq Ramadan avait bénéficié d'une audience, s'il y avait eu, par exemple, une pétition de 200 000 personnes, 500 000 personnes qui l'avaient défendu, le pouvoir ne l'aurait pas attaqué de cette façon-là. C'est ça le problème. C'est que quand on attaque, par exemple, comment ça se fait que la communauté maghrébine se tait lorsqu'il y a un imam, un type qui est né en France, qui a des enfants français, des petits-enfants français, se fait expulser pour des mots, des paroles prononcées 10, 20 ans auparavant. Moi, je n'ai pas entendu, je regrette, je n'ai pas entendu les Maghrébins protester, descendre dans la rue, etc. Donc, le gouvernement a beau jeu aujourd'hui, et une personnalité, hop, ça ne lui plaît pas, allez, déporter, etc. Ou bien une association est dissoute. Pourquoi? Parce qu'il sait que les autres vont la fermer, vont se taire. Mais s'il y avait cette mobilisation, mais le gouvernement, vous savez, la vie politique est un rapport de force. Si vous êtes faible, on vous écrase. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Vous savez, je vais vous dire une chose, enfin, peut-être je vais vous livrer un scoop. Les Juifs ont vécu 15 siècles sous domination. Voilà. Eh bien, ils ont été dominés, avec tout ce que cela comporte. Voilà. Donc, à partir du moment où, vous savez, la vie politique est un rapport de force. Donc, si on se laisse faire, eh ben on se laisse dominer. Il ne faut pas attendre. Vous savez, le salut ne vient pas de. Enfin, je ne sais pas, moi je suis pas. C'est pas une question de croyance. Il faut se battre. Voilà. Très bien, je crois que ce sera le mot de la fin, M. Cohen, pour cette première de l'année 2025. Il faut se battre, continuer à se battre. Et il faut essayer de s'unir, passer au-dessus de toutes les divergences qu'on peut avoir. Il faut commencer, vous savez, c'est le travail, c'est un petit travail d'artisanat presque. Vous savez, comme une dentelle. Vous savez, on fait un point ici, un point là, un point là, un point là. Essayez de tisser cette petite toile entre associations, entre individus, voilà, créer des points de rencontre, de convergence, etc. Voilà. Ok. Bon, très ben bien. alors, écoutez, excellente soirée à vous, un bon week-end et on se retrouve vendredi prochain. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Au revoir. Alors moi, les amis, avant de clôturer, j'ai eu la question tout à l'heure dans le chat concernant la fameuse cagnotte pour notre sœur Nabila Akilani qui fait un travail humanitaire, dans la bande de Gaza. Et donc, j'avais mis en ligne une cagnotte depuis le début de l'année, en fait, depuis le début de l'année 2024, et qui s'est clôturée, elle s'est arrêtée au 31 décembre 2024. Et normalement, je pensais qu'on n'avait plus la possibilité d'y participer, mais je crois que tant qu'on n'a pas clôturé, on peut toujours y participer. Donc moi, je vais vous montrer ce qui a été récolté. C'est pas une somme faramineuse, mais je remercie les donateurs qui ont participé, bien sûr,
pour cette cagnotte. Donc, je vais vous montrer, comme ça, moi, je vais être transparent par rapport à tout ça. Alors, ici, partager l'écran, voilà. Là. Alors, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc voici donc la somme qui a été récoltée ici. Pour ceux qui posaient la question tout à l'heure, et je vais essayer de voir si on peut montrer le nombre de donateurs qu'il y a eu. Je ne suis pas sûr, mais attendez. Non, alors. Transaction, trophée, non. Bon. J'arrive pas à voir. Alors, on est là, cagnotte. Non, j'arrive pas à voir. Bon, il n'y a pas eu énormément de donateurs. Hein. Il y en a eu, je crois, une dizaine ou une quinzaine, grand maximum. Sur une année, c'est très peu. Hein. J'ai pas communiqué des masses dessus. Hein. Au début de l'année, je le faisais régulièrement, chaque semaine qu'on faisait les émissions avec M. Cohen. Et là, je vais vous le montrer pour ceux qui sont sur TikTok aussi. Je vais enlever le... Attendez, bougez pas, je vais enlever l'effet. Et comme ça, moi, je suis en toute transparence par rapport à cette cagnotte qui est récoltée. Elle n'est encore pas clôturée, donc ceux qui veulent participer, je vous invite à y aller si vous voulez. C'est en lien de mon compte TikTok et vous l'avez ici. Alors, bannière. Voilà, ici. Alors, attendez, je vais vous l'agrandir. Voilà. Voilà la somme qui a été récoltée, les amis. Hein? C'est pour une année de... C'est pas exceptionnel quand on voit qu'il y en a qui récoltent entre 30 et 40 000 depuis 3 semaines. Moi, j'ai récolté cette petite somme. Voilà, donc pour l'instant, je ne l'ai pas clôturée. Je la laisse encore en ligne. J'ai la d'après le site, on a la possibilité de la laisser encore fonctionnelle. Donc, celles et ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est on participe. Hein. Vous avez mon lien dans la bio TikTok. Hein. Altitude, vous cliquez dessus. Vous avez mon lien de la chaîne YouTube. Altitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous avez le lien on participe. Vous cliquez dessus. Vous renvoie tout de suite dessus. Et là, vous aurez la possibilité de participer. Donc, c'est notre sœur Nabila Kilani qui fait un travail humanitaire pour la bande de Gaza depuis des années et qui était à Betlaïa dans le nord de la bande de Gaza. Elle est en lien avec 2 associations, il me semble, une en France, AMPP 60, et l'autre en Belgique. Moi, je suis en lien avec elle par message WhatsApp. Et donc, j'attends. J'aurais aimé qu'elle grossisse un peu, hein, malheureusement, voilà. Donc, c'est cette coquette somme, mais elle lui reviendra en intégralité pour continuer le travail humanitaire qu'elle fait depuis toujours pour les enfants, pour les scolariser, tout ça, des affaires scolaires et tout ça. Bon, là, c'est un peu compliqué par rapport aux événements depuis le 7, mais voilà. Les amis, on va en rester là. Il me semble que tout a été dit. Donc, je vous invite tous à participer pour celles et ceux qui veulent participer ou partager le lien pour soutenir. Bon, en fait, sur le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mis, je l'avais expliqué ça aussi, j'avais mis, j'avais mis aide aux personnes dans le besoin, parce que j'avais déjà créé un PayPal et le PayPal avait sauté. Quand vous mettez quelque chose qui avait un lien avec la Palestine, ça tenait pas la route. Donc du coup, j'avais dû modifier le truc. Et donc, j'ai mis ça. Mais c'est pour pas que la cagnotte sautait. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
avec Jacob Cohen. Salam alaikum.